Dans une société de l'image comme la nôtre, l'apparence physique joue un rôle de plus en plus essentiel. La beauté a pris aujourd'hui une place centrale dans notre rapport aux autres et au monde et en est devenue une source d'inégalité entre les individus, dans la vie privée comme dans le marché du travail. D'abord à l'école, le jugement sur le physique et la différence peut s'avérer cruel entre élèves. Une étude réalisée en 1974, réalisée par David Landy et Harold Segal, a révélé que certains professeurs attribuent plus de qualités positives et attendent de meilleures performances, de meilleures relations avec leurs pairs et un plus grand potentiel scolaire des personnes considérées comme plus belles, plus attrayantes que des personnes considérées comme moins attrayantes. Arrivé à l'âge adulte, l'apparence et l'image que l'on reflète aux autres est placée au centre de notre société. Certaines entreprises discriminent encore les personnes obèses ou ne correspondant pas aux normes de beauté. Et l'apparence ne se réduit pas au physique. Le look, la voix, la gestuelle et l'allure entrent aussi en ligne de compte. L'apparence physique influence les décisions de recrutement et constitue l'un des 20 critères de discrimination définis par la loi française, parmi d'autres tels que l'origine, le sexe, l'âge, le handicap, l'identité sexuelle, etc. Dans le livre La société du paraître, le sociologue Jean-François Amadieu convoque de nombreuses études affirmant qu'une personne considérée comme plus belle que la moyenne, c'est-à-dire cochant les standards de beauté, percevrait une rémunération de 8% en plus par rapport à une personne considérée comme moins belle. La beauté se voit attribuer d'office des qualités qui n'ont pourtant rien à voir avec l'apparence, telles que de meilleures compétences, la gentillesse, l'empathie ou encore l'intelligence. L'apparence physique est au cœur de notre société actuelle et les diktats de beauté ont toujours existé. L'idéal de beauté n'a cessé d'évoluer au fil des époques et des civilisations. En particulier, le diktat de la perfection du corps féminin, sur lequel reposent beaucoup d'injonctions pour séduire et plaire, a beaucoup changé. Il y a environ 3 millions d'années, à l'ère paléolithique, la femme correspondant à l'idéal de beauté est en surpoids, a des hanches et un ventre large, signe de fertilité. Dans l'Antiquité, la mode se veut au corps athlétique et la jante féminine utilise très peu de maquillage. À la Renaissance, les femmes sont admirées pour leur corps charnu, leur silhouette voluptueuse et leur peau pâle. Plus récemment, dans les années 90, la minceur extrême est valorisée. On veut voir des silhouettes presque squelettiques sans courbe. Aujourd'hui, l'idéal de beauté prend un virage à 180 degrés et devient presque inatteignable. Fesses bombées et volumineuses, taille fine et ventre plat mais grosse poitrine. Les normes de beauté actuelles sont notamment façonnées et entretenues par l'industrie du cinéma et par les médias. Cette quête de la beauté, de la minceur et de la silhouette considérée comme parfaite peut tourner à l'obsession et être à l'origine de troubles alimentaires graves comme l'anorexie. La perfection de la beauté est aussi une question de culture. En Asie, par exemple, c'est le culte de la peau blanche. Les femmes ne bronzent pas car pour être belle, il faut avoir un teint de porcelaine. Par contre, se faire débrider les yeux, appelée la technique de blépharoplastie asiatique, est devenue monnaie courante pour avoir plus de chances de décrocher un emploi. En Europe, le teint blafard est à bannir. La naissance d'Internet et l'émergence des réseaux sociaux amplifient l'idéalisation du corps. L'apparence a un tel enjeu existentiel que si une chose n'est pas vue, pas photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. Quelle est la place des filtres sur les réseaux sociaux ? Instagram, TikTok, Snapchat. Quels sont les enjeux des filtres et quel impact cela a sur nous ? Derrière les filtres, où se trouve la limite entre réalité et illusion ? Avec l'utilisation croissante des filtres et autres applications équivalentes, nous en venons à comparer notre visage au naturel à des visages retouchés numériquement. Un petit front, des sourcils bien arqués, des grands yeux, pas de cernes, des pommettes saillantes qui remontent le visage, un nez fin, des lèvres pulpeuses et volumineuses et un menton petit. C'est ce qu'on appelle l'Instagram face. Le visage est idéalisé, trop idéalisé, et on en vient à une dysmorphophobie sociétale où les gens n'acceptent plus leur image et veulent correspondre à un idéal qu'ils ne peuvent voir que sur les réseaux sociaux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, utiliser des filtres sur nos photos ne nous rend pas plus satisfaits de notre apparence physique, et ce même si nous aimons beaucoup le résultat de la photo retouchée. Au contraire, après l'application d'un filtre sur notre selfie, on se montrerait plus critique à l'égard de notre apparence physique et on serait encore plus insatisfait de notre reflet devant le miroir au naturel. Ces filtres modifient la perception que l'on a de soi-même et accroissent l'envie de la modifier. Il en découle un sentiment d'échec et de dévalorisation de soi-même, de baisse d'estime de soi. Les imperfections physiques sont si bien corrigées par le biais des filtres qu'on en vient à croire que la présence d'imperfections est anormale. Or, on a besoin d'avoir une idée assez juste de ce qui est normal, de ce qui correspond à la moyenne. Pourquoi ? Car l'être humain a besoin de se comparer, c'est dans sa nature. Se comparer aux autres lui sert à s'évaluer, se situer, se connaître et se rassurer.
Instagram joue un rôle primordial dans la définition de nos idéaux de beauté, surtout féminins. Cette utilisation massive des filtres sur les réseaux sociaux pousse à une insatisfaction de son corps, de son visage, et ouvre la porte à la chirurgie esthétique. On parle même de dysmorphie Snapchat, qui est un trouble psychologique causé par l'utilisation des filtres sur différentes applications. La personne développe une insatisfaction obsessionnelle sur son corps, son visage, après s'être vue en version améliorée. Face à ce phénomène, Instagram a décidé fin octobre 2019 de supprimer les filtres à l'effet chirurgie esthétique. En effet, se voir avec une police parfaite, sans cernes ni boutons, donne envie de se modifier et de ne pas s'aimer tel que l'on est. On répond ainsi à des exigences sociales et des standards de beauté. En 2017, l'Académie américaine de chirurgie plastique relevait que 55% des chirurgiens recevaient des patients dont la motivation était de prendre de plus beaux selfies, contre 42% en 2015. Les filtres transforment la manière dont on se perçoit, ils nous enlèvent ce qui fait que l'on est naturel, uniformisent nos visages, nos corps et font de nous des robots. Une étude menée par Royal Society for Public Health a montré que le réseau social Instagram est l'un des réseaux sociaux les plus néfastes pour notre santé mentale, car il augmenterait l'anxiété chez les jeunes, la dépression et le sentiment d'isolement, et provoquerait une baisse de l'estime de soi, en particulier à l'adolescence, qui est une période de forte construction identitaire qui passe par l'image que l'on a de soi et qui se construit dans le regard de l'autre. Nous avons tous des failles narcissiques qui nous poussent à vouloir être reconnus, aimés des autres, et ainsi à nous comparer aux autres. Le seul moyen que notre cerveau trouve pour se situer par rapport aux autres est de se comparer, que ce soit dans le succès, la beauté, la réussite professionnelle, familiale, etc. Instagram est un amplificateur de comparaison. Le cerveau va croire que les photos Instagram sont la norme et commence à se référer à ces images. On a donc un sentiment de gros décalage entre ça et la vraie vie. Cela vient d'un sentiment profondément humain, le besoin d'approbation sociale, le besoin de reconnaissance, d'être validé par les autres, que l'on va trouver par son nombre d'abonnés, par son nombre de likes, etc. Et si on essayait de limiter la propagation de standards de beauté irréalistes et de partager avec les autres une version authentique de soi-même? Et si on essayait de valoriser notre pensée, nos idées et pas seulement notre apparence, pour se voir tel que l'on est et pas tel que la société veut que l'on soit? À quoi cela rime de ressembler à un idéal qui va changer dans quelques décennies? Quel est le but de vouloir tous se ressembler, être des robots? Quel est le message que l'on veut envoyer aux futures générations? Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer dans ce cercle vicieux créé par des standards de beauté complètement absurdes? Et si on apprenait à dire que c'est normal d'avoir de la graisse, de la cellulite, des boutons, des rougeurs, ne pas avoir une taille fine car on a tous une morphologie différente, on est tous différents. Les réseaux sociaux sont aussi un formidable moyen de communiquer, d'exprimer son art, de partager avec les autres, lutter pour des causes profondes, des valeurs communes, débattre à l'échelle internationale, mais à quel prix? C'est à nous de choisir comment nous voulons utiliser cet outil. Remettre de la spontanéité et de l'autodérision serait peut-être la clé pour éviter cette uniformisation des corps, des visages et des standards de beauté et apprendre à nous aimer parfaits tels que nous sommes dans notre imperfection. Je retrouve seul moi-même dans ce mal-être agréable. Solo je me force à l'être en restant si